En 1922, c'est la naissance de l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, composée de républiques asiatiques et européennes. Toutes obéissent au Parti communiste russe et sont sous les ordres de Moscou, nouvelle capitale de l'URSS. Lénine fait apparaître un nouvel État fédéral, il veut étendre la révolution communiste à travers le monde. Il meurt de maladie en 1924, un homme réussit à s'emparer du pouvoir et se présente comme son héritier. Cet héritier, c'est Staline. Qui est-il ? Est-il ce dirigeant adulé par les foules, surnommé le petit père des peuples ? Cet homme pour lequel on écrit des poèmes à sa gloire ? Un homme admiré par les enfants ? Ou bien est-il un monstre sanguinaire ? Pourtant, cet homme est l'un des plus grands criminels de l'histoire. Il a massacré son propre peuple. Nous anéantirons sans pitié quiconque menace par les faits ou même par la pensée l'unité de l'État. Il a réduit en esclavage 18 millions de personnes. Il faut trancher les membres nuisibles du parti pour le préserver de la maladie et de l'infection. Il a provoqué avec cynisme des famines qui ont fait des millions de victimes. La mort résout tous les problèmes. Plus d'hommes, plus de problèmes. Il a sacrifié sa famille à son propre pouvoir. Un vrai bolchevique ne devrait pas avoir de famille. Voici l'histoire incroyable de ce fils d'un petit artisan devenu l'un des personnages les plus puissants de la planète. L'histoire de l'homme qui déclarait faire le bonheur de son peuple et qui est devenu, à force de mégalomanie et de fanatisme, l'un des dictateurs les plus sanglants que l'humanité ait connus. L'année 1924. Les environs de Moscou, en plein hiver russe. Lénine, le père de la révolution bolchevique, vient de mourir. C'est l'un des premiers films où apparaît Staline. Avec les responsables soviétiques, il porte le cercueil du chef. Staline a 46 ans. Il est secrétaire général du Parti communiste, un poste relativement effacé. Parmi ses camarades, personne n'imagine encore que c'est lui qui va succéder au grand Lénine. Il n'imagine pas que dans 10 ans, il les aura presque tous fait liquider. Parmi eux, personne n'a encore compris qui est vraiment Joseph Staline. Pour ses camarades, c'est un personnage insignifiant. Staline est la plus éminente médiocrité de notre parti. Nous ne craignons pas Staline. Aussitôt qu'il voudra prendre de grands airs, nous l'éliminerons. Depuis toujours, Staline cache son jeu. Son vrai nom est Yossif Djoukashvili. Il est né en 1878, au temps des tsars. Un régime monarchique fondé sur l'inégalité et la soumission au souverain. Une enfance dans la misère. Un père alcoolique et violent. Éduqué par les moines orthodoxes, il a basculé très tôt dans la lutte contre le tsar et a pris le nom de Staline, l'homme d'acier.
En 1917, il a participé avec Lénine à la grande révolution bolchevique, qui a renversé le tsar, aboli les privilèges et donné le pouvoir au peuple. Dans l'ombre de Lénine, il attend une occasion pour prendre le pouvoir. La mort de Lénine est cette occasion. En 1924, il réussit par des manœuvres politiques à écarter le plus haut personnage du moment, Léon Trotsky, avant de l'exiler. Staline, en quelques mois, s'empare du pouvoir. Il ne le quittera plus. Il choisit de s'installer ici, dans la citadelle du Kremlin, l'ancien palais des tsars. C'est d'ici qu'il va diriger l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, le plus grand pays de la planète. Avec quelques fidèles qui vont le suivre pendant près de 30 ans, il veut aller plus loin que Lénine. Il veut changer le cours de l'histoire. Nous, les bolcheviks, nous sommes d'une race spéciale. L'élément personnel ne vaut pas un clou. N'en doutez pas, camarades. Je suis prêt à consacrer à la classe ouvrière toute ma force et chaque goutte de mon sang. Staline veut faire table rase du passé. Il supprime brutalement les traces de la vieille Russie que la Révolution avait épargnées. Il décrète la religion contraire aux intérêts du peuple. Dans tout le pays, il fait disparaître les symboles de l'Ancien Régime. À la place, il nourrit un projet radical. Le communisme. Une société idéale, sans riches ni pauvres. Un monde où tout est mis en commun. Où chacun a les mêmes chances à la naissance. Où la santé et l'éducation sont accessibles à tous. Pour l'Union soviétique, il éprouve une ambition sans bornes. La vieille Russie a toujours été battue à cause de son retard. Ralentir le rythme signifie être à la traîne. Et les traînards seront battus. Nous, en Union soviétique, nous ne voulons plus être battus. Il lance de gigantesques chantiers. Gratte-ciel, métro, chemin de fer, barrages. Il veut moderniser la Russie à marche forcée pour qu'elle devienne le paradis des travailleurs. Un monde où le chômage n'existe pas. Et où chaque ouvrier peut offrir une existence décente à sa famille. Ce projet de société s'appuie sur une économie étatisée, c'est-à-dire que toutes les propriétés et activités qui étaient privées sont désormais transférées à l'État. Ainsi, Staline met en place la collectivisation des terres en 1929. Avant, les exploitants russes pouvaient avoir chacun une ou plusieurs parcelles agricoles. Seule une partie était réservée aux prairies communautaires. Après cette collectivisation de 1929,
les petites exploitations paysannes ont disparu, remplacées par une grande exploitation collective de kolkhozes. Les agriculteurs ne peuvent conserver qu'un lopin individuel, un petit jardin. Les terres, les animaux, le matériel, le travail, tout est mis en commun. Pourtant, dès les premières années, les mauvaises nouvelles s'accumulent. La politique de Staline pose problème. Et le niveau de vie commence à se détériorer. En multipliant les projets industriels, Staline a sacrifié la vie quotidienne. La population augmente, mais la construction de logements ne suit pas. Des familles entières s'entassent dans de tout petits espaces. Regardez ces images. Elles ont été tournées quasi clandestinement dans les rues de Moscou. Elles constituent un des rares témoignages de la pauvreté au début des années 30. C'est cette riche Anglaise, Lady Mountbatten, qui au cours d'un voyage a filmé avec sa caméra personnelle. Je vois partout des signes de malnutrition. On m'a raconté que ce vieil homme qui fouille dans les poubelles est un ancien aristocrate. Et que celui-ci était un professeur réputé à l'époque des tsars. Voici un petit garçon qui est tout seul et qui me demande de l'aide. Les vitrines des magasins sont presque vides. Surtout, les files d'attente sont interminables. Dans la queue, certains restent toute la journée à attendre, sans rien pouvoir acheter. En URSS, le rêve communiste est déjà en train de se fissurer. Au Kremlin, Staline ne veut rien entendre. Pour lui, l'échec n'existe pas. Si le système est défaillant, c'est qu'on sabote sa politique. Il cherche des coupables chez les responsables de l'économie. Comme le commissaire aux finances, Bryukhanov, qu'il juge incompétent et qu'un collaborateur a dessiné en fâcheuse posture. En marge du dessin, Staline écrit: Pour tous ces péchés, passés et présents, pendez Bryukhanov par les testicules. Si elles tiennent, considérez-le comme acquitté par le tribunal. Si elles lâchent, jetez-le dans la rivière. Staline ne plaisante qu'à moitié. En 1930, il invente une méthode pour désigner officiellement les coupables. Le procès politique. Les accusés sont des scientifiques, des ingénieurs, des hauts fonctionnaires. Ils sont tous compétents. Mais Staline les accuse d'avoir saboté l'économie soviétique. Staline lui-même est absent des débats, mais il a nommé comme juge l'un de ses fidèles, Andrei Vyshinsky. Il lui a fixé les peines à prononcer, la mort. Заседание специального присутствия Верховного суда Союза Советских Социалистических Республик объявляется открытым. Pour que le procès paraisse crédible aux yeux du public, il faut que les accusés avouent leur faute. Ils ont été torturés pendant des semaines et ils n'ont pas vraiment le choix. Контрреволюционное настроение у меня по адресу советской власти все время меня не оставляло. Я сознаю вполне,
что я заслужил самое тяжелое наказание. Pour le procureur, c'est alors un jeu d'enfant. Государственное обвинение требует от специального присутствия Верховного расстрелов всех до одного по себе. Après plusieurs jours de gesticulation, le juge prononce le verdict, non sans une certaine émotion. Калинникова Ивана Андреевича, согласно статьям 58.3, 58.4, 58.6, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР, к высшей мере наказания, к высшей мере социальной защиты, расстрелу с конфискацией всего имущества. Пятое. Черновского Николая... Leur peine sera commuée en 10 ans de prison, mais le message est clair. Ceux qui s'opposent à Staline seront écrasés. En réalité, l'URSS est devenu un gigantesque État policier. Les agents de Staline sont partout. Ils contrôlent toute la société. Ils ont l'ordre d'arrêter les suspects et de les déporter. Partout, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont regroupés, puis embarqués vers des destinations inconnues. Un enfant se souvient. Combien de jours a duré le voyage? J'en ai aucune idée. Dans le wagon, 7 personnes sont mortes de faim. Quand nous sommes arrivés à Tomsk, ils nous ont fait sortir et ils ont déchargé les cadavres. Des enfants, des jeunes et les vieux. Ils sont dirigés vers le goulag, les camps de travail soviétiques. De véritables camps de concentration mis en place par Staline, bien avant leur apparition dans l'Allemagne de Hitler. Ces prisonniers sont officiellement des ennemis de la Révolution. En réalité, de simples citoyens, des notables, des religions qui n'ont rien à se reprocher, mais n'entrent pas dans le moule du régime. Ils sont mélangés au droit commun. Dans le parti, on appelle ça la rééducation par le travail, et on en est fier. Ici, les esprits déviants doivent être remis dans le droit chemin. En fait, ils sont transformés en esclaves. Dans les camps du Grand Nord, la température tombe parfois jusqu'à moins 50 degrés. Un prisonnier écrit. Il est dangereux de cesser de bouger. Je n'arrête pas de me pétrir les orteils et de serrer les poings. Le fait de toucher un outil métallique à main nue peut vous arracher la peau. Une prisonnière politique, Maria Yoff, est à bout de force. Notre équipe est composée d'intellectuels. Mais parmi ces épouvantails, qui reconnaîtra les violonistes, les harpistes, les scientifiques?
Nous sommes dans un état constant d'hébétude et d'abrutissement. La terreur finit par se retourner contre le chef de la police lui-même. Yezhov est accusé de trahison, torturé, exécuté et même effacé des photos officielles. En 1938, Staline a liquidé tous ses ennemis réels ou imaginaires.